Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast à l'épisode, j'aurais dû le noter, 193. Bienvenue à l'épisode 193. Avant de commencer, 3 choses. Aujourd'hui, c'est une validation scientifique, mais il y a 3 choses que je vais vous parler avant. Le premier, c'est que cet épisode-là est soutenu par NordVPN. Donc, NordVPN, c'est un service là, qui aide à sécuriser votre connexion Internet quand vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics. Ça protège davantage vos données en ligne, là. Donc, c'est un outil qui est simple à considérer si vous souhaitez, dans certaines situations, ajouter une couche de sécurité là, quand vous utilisez vos appareils. Donc, il y a un lien affilié dans la description de l'épisode. En l'utilisant, ben, vous soutenez bien sûr le podcast sans frais additionnels pour vous si c'est un produit que vous souhaitez utiliser. Deuxième chose que je voulais faire avant de commencer l'épisode, c'est vous présenter les abonnés du mois de juillet plutôt. Alex, François et Marie-Christine, merci beaucoup. Donc, quand vous êtes abonné, je rappelle, vous recevez mes analyses des actions individuelles, le guide d'utilisation de cet outil-là que vous allez pouvoir vous amuser avec et les prompts AI là, pour tout ce qui est plus les 13 questions qualitatives dans mon outil. Et ceux qui étaient abonnés le 31 juillet ben, ont reçu un accès privilégié pour avoir accès à la plateforme Calcul Finance, là, la plateforme bêta, pour tester cette plateforme-là et donner leurs commentaires. Si vous êtes abonné, si vous étiez abonné avant le 31 juillet, j'ai la liste, là. Juste m'écrire si vous n'avez pas reçu le lien pour tester la plateforme. Je vais vous l'envoyer par courriel. Donc, écrivez-moi sur le Gmail. Le courriel est dans la description de l'épisode également. Troisième chose, avant de commencer, j'ai eu 2 messages super constructifs là, de personnes qui m'ont écrit. Le premier, c'est il y en a un qui dit: «Ton son est pas assez fort, faut que j'écoute faut que j'écoute ça dans la cuisine au max, dans le haut-parleur». Je suis désolé, là, je suis vraiment à chier avec, le montage, le son et tout ça, là. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose que je suis bon non plus. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je parle plus fort dans le micro, bien plus près du micro. Mais ce que je vois, c'est plus je me rapproche, plus la petite barre de son en haut, là, je la vois, elle tombe dans le rouge. Fait que je me dis peut-être que la qualité dans ce temps-là est affectée. Bref, je vais essayer de parler un petit peu plus fort dans le micro. Moi aussi, là, j'ai écouté un épisode récent, puis je me disais, ouais, il me semble que le son est pas assez fort. Bref, je vais essayer d'arranger les choses du mieux que je peux. Et l'autre commentaire que j'ai reçu, c'est, j'ai oublié son nom, désolé. C'est un commentaire directement sur Spotify. La personne a écrit qu'elle trouvait que je lisais un texte, donc j'étais pas assez naturel. C'était super constructif, là, c'était pas une critique. Euh, Puis, je suis d'accord avec elle. Dans le fond, j'ai réécouté un des, je pense que c'est l'épisode 12, je sais pas trop, un des premiers épisodes j'ai publié pour comparer, puis j'ai écouté un épisode récent. Puis c'est vrai que je suis moins naturel, je trouve, maintenant qu'au début, mais je vous explique pourquoi. Quand j'ai commencé à faire le podcast, j'avais un épisode tenait sur une page, là. J'avais 5 points clés, puis j'avais une coupe de lignes en dessous juste pour des statistiques, des trucs comme ça. Donc, c'était assez naturel parce que je passais à travers. Puis, tu sais, parler de se payer en premier, d'épargner 10%, ça va, là. Tu sais, je suis capable de parler sans regarder ma feuille. Par contre, j'essaie maintenant de pousser les épisodes plus loin, là, notamment avec des validations scientifiques, des citations plus précises. Donc, c'est sûr que je regarde un peu plus ma feuille, là. Donc, tu sais, là, je vais compter, exemple, l'épisode d'aujourd'hui. J'ai pas une page de préparation, j'en ai 4. Donc, j'ai toutes les données, les statistiques, les études, comment ont été faites ces études-là. Donc, c'est sûr que maintenant, je suis un peu moins naturel. J'essaye, là, je regarde les points que j'ai à discuter, mais je dois m'y référer un petit peu plus. Donc, ça va être. Il y a certains épisodes, quand c'est plus peut-être des synthèses de certains livres des fois ou des réponses aux questions, j'essaie d'être un peu en fait, d'avoir moins de notes là, pour plus jaser un peu avec vous. Par contre, il y a des épisodes comme celui d'aujourd'hui que j'ai beaucoup de notes parce que c'est des résultats d'études scientifiques. Donc, je ne les connais pas par cœur, j'ai pas de mémoire pour ça. Donc, ça va être je vais essayer de trouver le juste milieu, là, mais je suis d'accord avec le commentaire que c'est peut-être un ton moins naturel parce que j'ai plus de commentaires dans mes feuilles parce que je veux pas rester en surface. Parce que si ça fait 5 ans que je dis qu'il faut se payer en premier, à un moment donné, je pense que le monde a compris, fait que j'essaie d'aller un peu plus loin. Donc aujourd'hui, pour la troisième validation scientifique, là, j'essaie de répondre à une question concrète qui est, en fait, c'est une question que je reçois souvent des gens qui ont un montant à investir. Donc, ils ont reçu un bonus, un héritage, ils ont vendu un chalet
ou ils ont juste du cash là, qui traîne dans leur compte, 40 000 puis ils se demandent quoi faire. Et là, ce qu'ils m'écrivent souvent, c'est est-ce que je l'investis tout de suite d'un coup ou je l'investis tranquillement, progressivement sur plusieurs années, plusieurs mois? Donc, lorsqu'on se retrouve devant cette question-là, on appelle ça deux stratégies, le lump sum, LUMP, espace SUM, c'est de tout mettre en même temps, ou le DCA, le Dollar Cost Averaging, où on va répartir ce montant-là sur plusieurs investissements au lieu de le faire en une seule fois. Je précise un petit point, là, tu sais, il y a des gens qui sont mélangés. Quand tu investis à chaque paye, parce que tu n'as pas le cash d'avance, donc exemple, à chaque mois, je mets 1900 pièces dans mes investissements. Ça peut ressembler à du DCA, mais ce n'est pas un choix stratégique. J'ai pas l'argent. Je ne peux pas mettre plus d'argent que ça. C'est ce que j'ai disponible. Le vrai débat, c'est vraiment, comme j'ai dit tantôt, quand tu as un gros montant d'argent disponible. Et là, tu dois choisir si tu le mets en un coup ou si tu l'étales sur 12 mois, par exemple, en 12 investissements égaux. Donc, moi, j'ai pas nécessairement, tu sais, oui, je pourrais le faire à chaque semaine, mais j'ai pas une décision à prendre. Est-ce que je mets tout d'un coup ou à chaque mois, j'ai juste 1900 par mois de disponible pour investir. Je dis juste, là, c'est pas pour diminuer ma capacité d'épargne, mais c'est pas des montants. Tu sais, des fois, des gens m'écrivent, hey, je viens de recevoir 50 000 en héritage, je vais le mettre dessus à un coup. Bien là, je vais vous présenter aujourd'hui quelle serait la bonne réponse selon les études. Donc, pour préparer cet épisode-là, j'ai regardé, en fait, j'ai lu 10 études scientifiques en cherchant spécifiquement à la comparer le lump sum et le DCA avec des méthodes quantitatives. Donc, souvent, je sais pas pourquoi je précise ça. Là. Moi, ma recherche que je fais, c'est plus qualitatif, donc plus avec des entrevues et tout ça, mais on se comprend en finance, c'est rare qu'on a ce type de recherche-là. Donc, oubliez la nuance que je viens de faire, c'est pas si intéressant. Une nuance, par contre, il faut que je fasse, c'est sur ces 10 études-là, les durées de DCA qui ont été testées ont beaucoup varié. Donc, il y en a qui faisaient du DCA sur 3 mois, donc étalaient le montant sur 3 mois, et il y en a qui l'étalaient jusqu'à 21 ans. Là. Donc, il faut faire attention à l'interprétation de ce que je vous dis dans l'épisode. Puis je vais nuancer une partie de ce que je vous dis avec une étude de Banque nationale aussi, ou BMO. Laissez-moi regarder. C'est mon Dieu, il faut que je remonte le document. Puis là, Banque nationale. Donc, c'est une étude de Banque nationale. Je vais essayer de vous trouver le nom. Là, ça s'appelle, c'est le Bureau du chef des placements qui ont été faites en 2025, je crois, ces données-là. Bref, je reviens à l'épisode. Donc, les études consultées, je vous nomme juste les auteurs. Là. Le premier, c'est Roseff en 94, donc ça fait un bout. Il a comparé l'homme somme DCA sur 12 mois. Ensuite, il y a Payne en 2013. Il a comparé les deux sur 3 mois. Il y a Marchesso qui a plutôt fait une revue critique là, sur pourquoi le DCA est populaire, c'est quoi ses coûts et ses bénéfices. Donc, on était un peu moins dans la comparaison. Il y a Pagnac-Gomet 2016. Lui a comparé les deux DCA et lump sum. J'ai oublié de noter la durée, désolé. Artono, 2018, il a fait une simulation basée sur des rendements historiques, mais il a aussi comparé le rendement, oui, mais aussi le risque selon les différentes conditions de marché. Je nommerai pas l'autre nom, là, c'est Thank you, Mohamed El Zafir Abdja, en 2023. Il a fait des backtests là, du SP500, donc il inclut plusieurs périodes de crise pour comparer DCA et lump sum. Ensuite, Richard Lou, 2020. euh, Même chose, DCA versus lump sum. Merlon, 2014, même chose. Knight, donc Chevalier, en 93, même chose, mais il a comparé d'autres approches aussi, mais notamment DCA et lump sum. Et enfin, euh, Paru l'écart qui a fait la même chose, mais c'était pas des indices américains, c'était les indices indiens, donc j'ai pas nécessairement retenu là, en 2025 cette étude-là. Donc, en gros, qu'est-ce qui ressort de ces études scientifiques-là? Je vous résume ça en 3 idées que je juge assez concises là, pour pas qu'on tourne en rond pendant 10 minutes avec des études scientifiques. Donc, la première idée que je retiens, c'est qu'en moyenne, investir avec le lump sum, donc en une fois, gagne plus souvent que tu vas perdre. Donc, sur un horizon de 6 à 12 mois, ce qui ressort des études, c'est que le lump sum va donner de meilleurs résultats environ 2 tiers du temps. Donc, à peu près 66 du temps, vous allez être gagnant si vous investissez ce montant-là d'un coup plutôt que de l'étaler de 6 à 12 mois. Et les rendements vont être supérieurs. Là. Donc, pourquoi c'est mieux? C'est que c'est entre 1 et 4 sur 12 mois selon les données que j'ai étudiées. Là. Pourquoi? Parce que statistiquement, les marchés montent plus souvent qu'ils descendent. Donc, plus tu restes longtemps investi, plus tu as des chances de capter cette prime positive-là. Là. Si tu étales
tes investissements, mais il y a une partie de ton argent qui est en cash. Donc, cette partie-là en cash n'est pas investie. Donc, tu es moins exposé plutôt à la prime positive là, du marché boursier. Donc, tu vas moins gagner en moyenne parce que tu as des positions cash plutôt qu'avoir des positions investies. Ici, c'est là que je compare avec ce que j'ai vu de Banque nationale. Puis c'est pas une étude scientifique, là, j'ai pas la méthodologie. C'est juste qu'on a un groupe de discussion sur les finances à l'Université de Sherbrooke. Si vous êtes à l'UDS, n'hésitez pas à m'écrire puis joindre le groupe. C'est une fois par mois. On jase de tout et de rien qui concerne les finances. Je ne suis pas l'instigateur de ce groupe de discussion-là. La personne qui l'a parti m'écoute, écoute probablement cet épisode-là. Donc, c'est super intéressant. Mais bref, lors d'une rencontre sur l'heure du midi, cette personne-là avait partagé je la nomme pas parce que j'ai pas demandé si je pouvais la nommer, là, a partagé 7 études de Banque nationale. Puis ce que l'étude disait, c'est que c'était 85 du temps, donc depuis 1995, donc 30 ans de données, le lump sum, donc tout investir en une fois, battait 85 du temps le fait d'investir à intervalles plutôt réguliers là, avec le DCA. Et c'était 3 de rendement positif lorsqu'on prenait le lump sum par rapport au DCA. Donc, ce qu'il faut retenir entre les études que j'ai consultées et l'étude de Banque nationale, c'est que si vous investissez en lump sum, un gros montant, vous avez entre 66 et 85 du temps d'être gagnant, avec un rendement supérieur de 1 à 4 là, à peu près. Donc, ça, c'était la grande idée. Finalement, le lump sum est mieux que le DCA. Deuxième idée que je retiens par contre, c'est que le DCA, ça permet de réduire le risque. Donc, le DCA va surtout protéger là, contre un scénario qui peut vous faire mal psychologiquement. C'est d'investir, exemple, un 100 000 d'héritage et ça baisse de 10 dans les semaines qui suivent. Donc, dans les résultats des études que j'ai consultées, le DCA réduisait l'exposition à ce genre de pertes-là extrêmes, là. Donc, oui, le lump sum est mieux, mais tu peux payer avec des rendements pour faire du DCA. Ce que tu t'ajoutes dans ce temps-là, c'est un genre d'assurance émotionnelle contre un mauvais timing. Donc, tu peux dire, OK, je comprends que 66 à 85 du temps, je suis gagnant, mais ça me ferait trop chier de perdre 10 000 en une semaine. Fait que je vais faire le DCA. Donc, ça ressortait que psychologiquement, il y en a qui préfèrent le DCA plutôt pour cette raison-là, mais mathématiquement, le lump sum remporte la partie. Troisième idée, c'est que c'est la durée du DCA qui changeait beaucoup de choses. Ça, c'est un élément important, là. Quand le DCA est très court, genre 3 mois, il y a certains résultats qui montrent que la performance ajustée au risque là, peut être similaire que le lump sum. Donc, ça ne change pas grand-chose. C'est lorsqu'on commence à allonger la durée du DCA que les études soulignent à partir à peu près là, du quatrième mois et plus, c'est là que le lump sum devient à peu près systématiquement le supérieur dans les comparaisons qui ont été faites dans les études, parce que c'est là que le coût d'opportunité de rester en cash devient un peu plus grand. Dit d'une autre façon, là, étaler longtemps ressemble de plus en plus à je vais garder du cash longtemps. Donc, ça va être rarement optimal quand ton plan, c'est de faire du rendement. Un autre petit point, là, que c'est pas une idée que j'avais retenue, mais je voulais quand même vous le partager. Le DCA va ressembler plutôt à une allocation plus prudente, là, peut-être pour des gens qui ont un profil d'investisseur un petit peu moins audacieux, on va dire, là. Donc, c'est pas juste une méthode d'achat, c'est aussi une façon de diminuer ton exposition aux actifs peut-être un peu plus risqués parce que tu as une partie de ton portefeuille qui reste en cash. Donc, ça peut te permettre peut-être, tu sais, dans cette logique-là, en gros, là, le DCA deviendrait un peu comme un portefeuille qui serait plutôt 60-40 plutôt qu'à 100 parce que tu ne l'as pas exposé à 100 dès le départ. Donc, la conclusion un peu contre-intuitive auquel les chercheurs arrivaient, mais qui est quand même un peu logique selon moi, c'est que si ce que tu veux, c'est moins de risques, ça peut être efficace de choisir plutôt directement une allocation plus prudente, mais de l'investir tout de suite. Par exemple, si c'est ce qui te stresse, c'est d'être 100% action tout de suite, mais selon les auteurs, ça peut être encore gagnant d'avoir du 80-20 par exemple tout de suite, au lieu d'avoir du 100% étalé sur 12 mois. Et au pire, dans 12 mois, tu pourrais dire, ben, je vais vendre le 80-20 pour acheter du 100% action. À toi de voir, mais même à ça, on est mieux de faire du lump sum avec un portefeuille plus prudent tout de suite que d'étaler un même montant sur 12 mois. Donc, c'est une petite nuance que je voulais apporter là, avant de conclure. Donc, justement, la conclusion, ma prise de position. Donc, c'est quoi la meilleure façon d'investir, lump sum ou DCA?
Pour un investisseur moyen qui a un horizon long terme, qui a déjà un plan d'allocation clair, honnêtement, investir d'un seul coup, donc le lump sum, c'est la meilleure stratégie d'un point de vue mathématique, probabilité, rendement attendu. Pourquoi? On l'a vu parce que tu es exposé au marché plus longtemps, puis historiquement, le marché monte, puis tu risques de faire 1 à 4 de plus sur 12 mois par rapport à si tu avais étalé ton DCA sur 12 mois. La seule façon que je verrais que le DCA est défendable un peu, c'est si tu vas paniquer, mais tu es peut-être mieux dans ce cas-là d'avoir un portefeuille plus prudent mais investi tout de suite. Ou si tu vis une certaine période d'incertitude, puis que c'est un moment de ta vie où tu veux réduire le risque, bien là, peut-être que le DCA va permettre, ça revient un petit peu à première idée là, de psychologiquement atténuer, on va dire, le stress d'investir tout d'un coup. Sinon, ben écoute, le DCA 3 mois était déjà moins pire. Fait que si juste le fait de l'étaler sur 3 mois, ça te rassure, peut-être que là, c'est moins pire parce qu'on se rendait compte que ça revenait un peu plus à la même chose, là, alors qu'à partir de 4 mois, c'est là que ça changeait pas mal. Donc, si tu veux investir maintenant et que tu peux dormir la nuit, même si tu investis un coup, assurément, le lump sum, selon les études scientifiques et l'étude de Banque nationale, qui est peut-être scientifique, je n'ai pas la méthodologie, le lump sum le remporte haut la main le combat avec le DCA. Je vous rappelle, ce n'est pas un conseil financier. Votre situation est différente de la mienne puis celle des autres. Si tu veux une recommandation adaptée à ta situation, je t'invite à consulter un professionnel. Donc, si j'ai dit que le lump sum était mieux puis que tu viens d'avoir un héritage de 100 000 puis que tu l'investis puis demain, le marché fait moins 15 bien malheureusement, tu as perdu 15 000 et ce n'était pas un conseil. Tu vas peut-être faire partie du 15 parce que tu es dans un mauvais timing. Donc, à toi de voir laquelle des deux stratégies répond le mieux à tes attentes de rendement, mais aussi à ton profil d'investisseur et à ta tolérance au risque. Donc, la semaine prochaine, c'est un Would You Rather numéro 4. Donc, une des questions, c'est notamment lequel des Magnificent Seven là, que je prendrai dans le SP500. Donc, bien hâte de répondre à cette question-là. Et jeudi, c'est l'épisode des abonnés. Donc, j'ai reçu 5 questions. Celle d'Émile qui me dit mon régime épargne études enregistré est déjà maxé pour mes enfants. Est-ce que le compte Disnat S-Qualité tuteur vaut la peine? Benoît qui me dit pourquoi le fonds de solidarité FTQ est souvent meilleur proche de la retraite? Richard, un FNB d'or d'argent, est-ce que c'est vraiment équivalent à détenir le métal physique? Émile, pour 20 ans, si je veux un seul FNB, XEQT ou VEQT. Et Annie, j'ai 12 000 $ et j'attends un crash depuis 8 mois. Quoi faire? L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.